Bonsoir à tous. Merci de nous préférer pour vous informer dans votre émission Covid-19 à vos questions. Ce soir, nous allons devoir avec notre invité au plateau, Dr Kokou Tossa, responsable du Centre des opérations de santé publique, passer à la loupe ce thème. Trop de pays prennent la mauvaise décision selon les mots de l'Organisation mondiale de la santé. Bonsoir, docteur, et merci d'être là. Bonsoir, mon frère. Alors, on sait que depuis le mois de décembre, janvier, le monde entier traverse une crise sanitaire qui ne dit pas son nom. Et l'OMS, de temps en temps, essaie de sonner sur la sonnette d'alarme pour avertir les pays dans la prise des différentes décisions. Et cette fois-ci, l'OMS pense encore que plusieurs pays sont en train de prendre de mauvaises décisions ou bien en boîte. Voilà un peu le contexte depuis quelques jours. Qu'en est-il exactement sur le terrain, en tant que professionnel que vous êtes? Merci beaucoup. Merci de la préoccupation quotidienne que vous avez sur l'évolution du coronavirus, sur les mesures en cours de mise en œuvre et sur les informations qu'il faut donner à la population en vue de son adhésion optimale à ces mesures-là. Effectivement, la journée d'hier, 13 juillet, nous avons trouvé sur les médias que le secrétaire général de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a tiré sur la sonnette d'alarme en des termes, disons, assez forts. Trop de pays sont en train de prendre la mauvaise direction. C'est ce qu'il a dit. En tout cas, c'est ce qu'ont relayé les médias. Et vous m'avez demandé, moi, en tant que professionnel de la santé, sur le terrain, qu'est-ce que j'en pense? Je suis impliqué dans la gestion de la pandémie au Togo. Oui. Et qu'est-ce que j'en pense en tant qu'acteur du ministère de la Santé, acteur au ministère de la Santé, travaillant dans la gestion de cette pandémie-là, sous le leadership de notre ministre. Et je suis impliqué dedans et je ne peux pas dire que nous prenons, excusez-moi, la mauvaise direction au Togo. Et pourquoi j'ai dit cela? Il ne faut pas oublier que la journée du 13 juillet est une journée qui mondialement a enregistré un des chiffres les plus élevés de cas depuis le début de la pandémie. À travers le monde entier. À travers le monde entier. OK. Et déjà, ce n'est pas la même chose dans notre pays. Nous avons connu des périodes où nous avons enregistré des nombres relativement élevés. Présentement, depuis plusieurs semaines, notre évolution est en plateau. Et donc, ce n'est pas la même chose dans notre pays. Et ce qu'on constate dans le monde, on constate de rétropédalage. Qu'est-ce que j'appelle le rétropédalage? Les gens ont pris des mesures, ils se rendent compte que les mesures qu'ils ont prises ne sont pas efficaces et ils corrigent. Les gens ont fait le déconfinement, ils sont en train de faire le reconfinement. Voilà. C'est ce qui se passe un peu partout dans le monde, en Afrique et dans le monde. Voilà. Et en tout cas, dans notre pays, ça ne s'est pas encore passé que nous soyons passés de l'avant et qu'on se rende compte qu'on est en train de faire une erreur, le nombre de cas augmente et qu'on est reculé. Vous voyez l'extrême prudence avec laquelle les mesures d'allègement sont envisagées et sont prises. Et
la plupart de ces mesures sont prises après consultation du conseil scientifique. Ça, je peux vous le dire d'expérience, qui regroupe des personnes ressources, des connaisseurs en la matière, qui conseillent l'exécutif, qui conseillent le gouvernement. Et c'est sur la base de leur conseil que le gouvernement prend des mesures, des décisions, que ce soit dans le sens du confinement ou bien vers le déconfinement. Et non seulement ça, il y a aussi l'OMS qui est impliquée ici en tant que partenaire, puisque l'OMS a des représentations partout dans le monde. Dans le monde. Et l'OMS est à nos côtés et nous produit des conseils. Donc, objectivement, on ne peut pas parler de mauvaise direction prise au Togo. Oui. Puisque nous sommes en train, je pense que c'est un travail très objectif qui est en train d'être fait, puisque on appelle tout le monde à la rescousse, les gens disent leur voix, on réfléchit ensemble, et c'est sur la base des conseils, des orientations de ceux qui s'y connaissent que des décisions sont prises. Non seulement ceux qui s'y connaissent, mais les acteurs et les cibles aussi. Présentement, pour par exemple la réouverture des églises, il y a eu une discussion qui a été faite avec les acteurs même des églises. Non seulement les scientifiques, mais aussi les cibles, les acteurs des églises. Les acteurs, oui. Et c'est ensemble qu'on a pris des mesures. Et vous avez vu toute la panoplie de garde-fous qui accompagnent ces mesures-là et toute la prudence. Et le secrétaire général de l'OMS a indiqué aussi que c'est les mesures barrières qui constituent la clé de la lutte contre cette pandémie. Et vous n'allez pas me dire qu'ici, dans notre pays, nous n'insistons pas là-dessus. Ah non, on en fait parfois de trop. Voilà. On en fait parfois de trop. Non, justement pas. On alerte tellement et puis on se dit, mais voilà. Mais malheureusement, dans la rue, on voit que les gens abandonnent les masques. Moi, hier, je passais, j'avais un collègue dans la voiture, j'étais avec le chauffeur, on était tous trois masqués comme ça. Et à mon grand étonnement, l'agent de l'ordre qui est là au feu rouge était en train de nous féliciter. Bon, c'est bien de féliciter les gens même. Je me dis, mais moi, je ne fais que mon travail et je donne l'exemple. Il faut que les gens le fassent. Ça veut dire que beaucoup de gens ne le font pas. Et en plus, ils devraient bien regarder la voiture. Moi, je suis dedans. Si je ne le faisais pas, ce serait une grave erreur. Ouais. Bon, donc, il faut que les mesures barrières, le port de masque, le lavage des mains, la distanciation sociale soient maintenues. On est désarmé devant ce virus-là. Et donc, c'est la perche à laquelle on doit s'accrocher. Et c'est le message que donne le gouvernement au Togo. Et s'il vous plaît, ceux qui, de part et d'autre, attaquent cette bouée de sauvetage qui reste les mesures barrières, ceux qui attaquent, il faut faire attention. Il ne faut pas que ça, au moins, il faut que ça reste. Il ne faut pas qu'on sème le doute dans l'esprit des populations. Donc voilà, il faut aller à l'essentiel. Ça, c'est le cas du Togo. Hein, quand on sait que depuis l'avènement, le cas, comment vous l'appelez, cas contact, le cas index. Le cas index, le 6 mars, au Togo, cette fameuse dame-là qui a fait le tour pratiquement de la sous-région, qui est venue par voie terrestre à Saint-Vicandi. Et tout était parti. On a vu le chef de l'État qui a pris la parole. Nous étions le 1er avril, qui a essayé d'attirer l'attention de toute la population sur le mal qui traîne un peu partout dans le pays et les mesures qui ont suivi après. On sait que dans l'ensemble au Togo, le mal est en train d'être bien circonscrit pour qu'on soit vraiment victorieux face à ce défi sanitaire qui nous est imposé. Mais dans d'autres pays, on peut dire que c'est le même cas où c'est cela qui amène le directeur ou le secrétaire de l'OMS a fait cette sortie-là, quand on sait que de par le passé, il a eu à faire d'autres sorties qui n'avaient pas vraiment fait l'unanimité, qui a fait grincer, qui a fait parler. Quand on écoute un peu l'affaire de chloroquine et bien d'autres, l'Afrique n'a qu'à se réveiller, se préparer au pire, tout ça là. On s'est dit, moi bien, c'est une déclaration de plus qui dit pas grand-chose.
Ok, une déclaration de plus. Ben, le fait que nous ne pouvons pas nier, c'est que le Covid-19 est bel et bien là, continue à évoluer et on enregistre des chiffres records encore. Et ici, encore annulé, on n'a pas encore totalement vaincu. Oui. On enregistre quand même des cas. On teste et on enregistre des cas. Et donc, l'évidence est là. La pandémie continue son évolution et s'aggrave. Et le secrétaire général de l'OMS dit, si on continue à se... La pandémie ne prend qu'une seule direction. Que nous allions à droite ou à gauche, la pandémie va de pire en pire. J'emprunte ces mots. Et donc, ce fait est là. Je pense que c'est ce fait qu'il faut considérer. Dire que c'est une déclaration de trop. Ce qui l'alarme, si tout allait bien, il n'allait pas s'alarmer, il n'allait pas alerter. Parfait. C'est ça. C'est que la situation va vraiment de pire en pire. Voilà. Parfait. La situation va de pire en pire, surtout dans les pays dits évolués. Aujourd'hui, en Afrique, on sait quand même que plusieurs décisions sont bien sûr prises afin de venir à bout à cette maladie, à coronavirus, à travers le monde entier. L'Afrique, mais quand on parle de cette maladie, il est bien vrai que l'Afrique a quand même enregistré de nouvelles contaminations ces derniers moments. Mais les États-Unis d'Amérique, l'Amérique du Nord et du Sud, on parle du Brésil, on parle de Venezuela, on parle de plusieurs pays qui aujourd'hui, le taux de contamination fait frémir le corps. Tout à fait. Tout à fait. Non, le centre de gravité de la pandémie aujourd'hui, c'est les Amériques. C'est les Amériques. Vous rappelez, c'est la Chine, l'Europe, l'Afrique, et puis maintenant, c'est les Amériques. Mais selon les dires, selon ce que nous apprenons sur les médias, il y a beaucoup de décisions qui ont été prises. Quand tu prends une décision et que quelques jours après, tu reviens là-dessus, ça ne fait pas sérieux. La prise de décision, c'est un processus systématique et méthodique. On rassemble toutes les informations et on prédit. Et c'est sur la base, c'est un processus scientifique, c'est sur la base de ces informations qu'on prend une décision. Mais si vous prenez une décision et que 2 jours après, 3 jours après, 1 semaine après, vous êtes obligé de revenir sur votre décision, ça veut dire que vous n'aviez pas les bonnes informations. Vous n'aviez pas les bonnes informations. Vous n'êtes pas entouré de bons techniciens voilà, qui vous ont bien sûr rassemblé les bonnes informations. Ça ne fait pas tellement sérieux. C'est pour ça, je pense que c'est ça qui est en train d'alarmer le secrétaire général de l'OMS. Donc, il faut que vraiment les gens se rangent un peu, que les gens écoutent même à l'interne dans les pays. Toutes les forces qui sont là à l'interne, les scientifiques, les professionnels qui sont là, il faut que ce soit sur la base de leurs conseils qu'on prenne des décisions. Et le pire, je rappelle que quand il a dit, il a mis l'accent sur les mesures barrières, le port de masque, le lavage des mains, la distanciation sociale, entre autres. Ça veut dire que les gens ne prennent pas ces mesures essentielles, ces mesures de base au sérieux. Et si vous allez vers le déconfinement, il faut, comme on le fait au Togo, qu'on continue à mettre l'accent et même qu'on renforce les mesures, l'application des mesures barrières. Parce que c'est ça qui est à portée de main. Et c'est justement ce qu'on est en train de faire dans notre pays. Justement, vous avez suivi toutes les mesures qui ont été prises. Et aujourd'hui, quand on parle des églises, de la ouverture des églises, quand on énonce la panoplie de mesures à prendre, il y en a qui disent c'est pas la peine. C'est pas la peine. Et ça fait grincer la dent. Oui, c'est pas la peine. Mais c'est les mesures barrières ou rien. C'est les mesures barrières ou rien. Et heureusement que les pères de l'église, les pasteurs, les imams ont compris. Non, il faut dire que certaines têtes clés, parce que il y a des gens qui ne veulent pas rentrer dans les rangs, qui disent... Il risque d'être assez d'aller dans la mauvaise direction par le secrétaire général. Je crois que cette phrase-là reste. Qui disent que comment est-ce qu'on peut autoriser les débits de boissons
à travailler jusqu'à minuit, 1 heure. Et puis, on dit aux églises, aux lieux de culte, qu'il n'y a pas les messes et autres cultes les nuits, et ainsi de suite. Qu'on a comme impression que le Togo n'est pas un pays de Dieu. Moi, il y a un pasteur qui m'a vu dans la situation, il dit, mais quand vous recevez les docteurs, quand vous recevez les premiers leaders du pays, vous ne leur dites pas ça. Je dis, mais je ferai le plaisir de poser la question à quelqu'un qui viendra sur le plateau très très prochainement. Heureusement que vous êtes là. Les gens veulent comprendre le fait qu'on autorise les bars, par exemple, les débits de boissons, à travailler pratiquement en plein temps. Et pour les lieux de culte, on dit que c'est un peu restreint, l'espace, le temps dans tout son ensemble. Quand on sait que les gens dansent, ils consomment de la boisson à flot, ils font de n'importe quoi, entre guillemets. Merci beaucoup pour cette question. Non, nous l'avons dit, ce n'est pas seulement les professionnels de santé qui ont la parole, mais également la population, les groupes organisés, les collectivités ont la parole pour ce qui concerne leur sécurité, leur vie et leur santé. Et donc, je pense que tous ces aspects-là ont été pris en compte parce que il y a les comportements des gens, il y a des aspects socio-anthropologiques qui ont certainement été mis dans la balance pour que ces décisions soient prises. Mais je voudrais, vous savez, moi je suis catholique, je suis pratiquant, mais je voudrais quand même dire que sur les... Ça vous a manqué, entre guillemets, ça vous a manqué les messes de dimanche, messes de 6h, 8h, 10h ou 18h. Ça vous a manqué ou... C'est une question... Non, je ne voudrais pas répondre sur le bout des lèvres, parce que vous savez, moi je considère que le Christ, c'est ce qu'il y a de plus direct, de plus vrai possible. Et donc, on ne peut pas se dire d'appartenir au Christ et donner des réponses du bout des lèvres. Mais en tout cas, une chose est claire. Je pense que le Christ a mis, je suis un petit chrétien, le Christ a mis beaucoup l'accent sur l'esprit. Sur l'esprit. Donc, c'est l'esprit qui préside à tout. Je vais donner une petite anecdote. C'est mes enfants qui me disaient à la maison qu'il vaut mieux être dans un bistrot en pensant à Dieu que d'être dans une église en pensant à la bière. C'est très profond, c'est très profond. Ce n'est pas pour encourager ceux qui vont dans les bistrots. Je ne suis pas venu ici pour prêcher. C'est l'occasion, puisque c'est l'une des décisions phares qui a été prise tout récemment afin de permettre aux hommes de Dieu de vaquer librement à leurs différentes occupations tout en respectant les gestes barrières. C'est le moment ou jamais d'en parler. Oui, justement. Mais je voudrais tout simplement, ce qui m'est venu à l'esprit que je voudrais dire, c'est que nous avons enregistré des flambées qui se sont produites suite à des célébrations cultuelles. OK. Surtout dans les débuts de la pandémie. On parlait d'un couvent à couvent. Oui, justement. Ce n'est pas à comparer. Mais en tout cas, c'est des rassemblements d'ordre spirituel ou bien occulte ou cultuel, comme on peut le dire. Et puis, un peu partout dans le monde aussi, il y a des gourous qui ont fait le déni et qui ont été la source de plusieurs contaminations. Je pense que le niveau de collaboration que manifestent les responsables des diverses églises de notre pays montre qu'ils n'en sont pas à cet état. De toutes les façons, c'est un test. Parce que, c'est un test et au bout de cette période pilote-là, on pourra être conforté dans le fait que ces rassemblements n'apporteront pas beaucoup de mal que de bien en termes de santé. Voilà, donc je pense que quand on contribue à la santé des gens aussi, on est en train de servir le bon Dieu. Voilà. Donc il nous faut adhérer aux mesures barrières avant tout.
Les mauvaises décisions, on sait que quand l'OMS essaie d'attirer sur la sonnette d'alarme, c'est parce que le constat est là. On parlait bien sûr d'une soirée, hein, organisée par certains jeunes américains. Le premier contaminé va avoir droit à une somme aussi importante. Finalement, il y a un qui a perdu la vie avant de rendre l'âme. Il dit avoir regretté. Avoir regretté hein, en participant bien sûr à cette fête-là pour tenter de voir si réellement la maladie existait. Et finalement, il est parti dans l'au-delà. À 30 ans. À 30 ans. Voilà. À la fleur de l'âge. Hein. La fleur de l'âge, oui. Non, non, c'est ça. C'est ce qui arrive malheureusement quand on s'amuse, quand on se permet de faire autre chose que la plupart des gens font et ce qui est recommandé. La nature révèle toujours sa dureté et la nature ne pardonne pas quand on s'écarte des voies qui sont connues de tout le temps comme les plus sûres en termes de sécurité humaine, en termes de santé, en termes de survie. Et je reviens toujours là-dessus. Ce qui nous est proposé, c'est le port de masque, c'est le lavage de mains, c'est la distanciation sociale et il faut les appliquer partout. Partout. Voilà. On sait que dans d'autres pays, quand même, il n'y a pas la prise de mauvaises directions voilà. ou décisions, voilà. Mais le taux, ça augmente au jour le jour. C'est dû à la densité humaine ou il y a un autre facteur qui vient expliquer tout cela? On sait que l'Africain, naturellement, il est plus ou moins poli en matière de certaines choses. Si nous prenons par exemple le Togo, quand on a dit, ah voilà, il y a le mal qui est là, tout le monde essaie plus ou moins de respecter les gestes barrières. Dans d'autres pays également, ça se fait, mais le taux, ça augmente au jour le jour si on essaie un peu de jeter un coup d'œil. Oui, c'est vrai. Nous avons cette chance que la grande majorité des personnes contaminées ne présentent aucun signe. Ils ont le virus, mais ils sont bien portants. C'est ce qui a fait dire à quelqu'un que, bon, entre guillemets, que c'est les tests qui créent la maladie. Ouais, puisque c'est pas visible, tout ça là. C'est ça, justement. Et ça aussi, ça participe un peu à ce qu'on peut appeler la mauvaise direction. La mauvaise direction, c'est la désinformation dans tout ça. La désinformation. Et il faut faire attention parce que malheureusement, quand on s'écarte comme cela, quand on fait ces écarts-là, c'est ces mêmes personnes-là qu'on voit revenir quelques jours après. Parce que les conséquences sont là. Et je crois que c'est ça la leçon. Le fait est là qui continue, quant à lui, dans sa direction, dans une seule direction. Et la plupart des pays qui ont enregistré ces cas, c'est ceux-là qui n'ont peut-être pas fermé les frontières, c'est ceux-là qui ont très vite déconfiné, et c'est ceux-là qui n'ont pas, enfin, qui ont pris les choses à la légère. Et c'est ce que nous constatons en Afrique. Et ailleurs dans le monde, maintenant, les cas de reconfinement sont légion. Sont légion, ce que appelle notre patron le rétropédalage. Ces cas sont légion. Donc, je pense que, et fort heureusement que nous tirons les leçons de ces cas-là. Et donc, je pense qu'il faut continuer sur cette voie. À quand la fin? C'est la question qu'on peut se poser. Justement, à quand la fin? À quand la fin, justement? Et c'est ça. On va vivre tout cela, ce qu'on est en train de vivre, ça fait déjà 6 mois, 7 mois bientôt. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand, oui. Et je pense que tout le monde se pose cette question, des plus petits. Puisqu'entre-temps, vous nous dites aux responsables. D'apprendre à vivre avec la maladie, tout cela, bon, je dis... Oui, des plus petits jusqu'aux responsables, on y pense. Il ne faut pas vous donner de faux espoirs à la population. Mais au moins, l'application des mesures barrières n'est pas aussi difficile que ça. N'est pas aussi difficile que ça. Je pense qu'aujourd'hui, on ne va plus demander à quelqu'un, excusez-moi, de porter la culotte. Non. C'est rentrer dans les fêtes. C'est naturel. C'est naturel. C'est basé sur certains aspects
anthropologiques, c'est des aspects moraux, religieux et tout ça. Culturel. Et culturels. Et aujourd'hui, c'est rentré dans les normes. Je pense qu'on peut s'y faire aussi pour une période plus ou moins longue. Et je pense qu'on a eu des maladies terribles dans le temps. Dieu merci, on en est venu à bout. Et que nous viendrons forcément aussi à bout du coronavirus. Alors, ce qui veut dire que là, il faut qu'on reste discipliné. Le bout du tunnel est encore loin. Hein? Ah, là, je ne paraphrase que les personnes, les voix les plus autorisées qui le disent. Et aujourd'hui, les faits, la science et tout ça là donnent vraiment des arguments pour comprendre que le bout du tunnel sera long. Et puis peut-être si la vaccination, on en est déjà à la 3e phase pour certains excès. Donc ça veut dire que ça évolue très vite. Maintenant, ça va être une question aussi d'accessibilité financière. Espérons que ce soit une solution. Parce que pour beaucoup de maladies, c'est la vaccination qui a été la solution finale. Voilà, espérons que ce soit la solution et que ce vaccin soit accessible. On parle bien sûr de l'Afrique du Sud, du Maroc, de l'Algérie qui sont bien sûr en train de faire certains essais. Ouais. Est-ce que en Afrique, est-ce que ça promet vraiment? Le miracle peut venir de l'Afrique, puisqu'on a tendance à dire qu'on n'est que de bons consommateurs. Oui, personnellement, moi, quand je fais un peu la revue de la littérature, il y a certains pays développés qui sont beaucoup plus en avance et qui sont même déjà, parce que pour un vaccin, il faut 4 phases, qui sont déjà à la 3e phase. Ça veut dire qu'on va très vite. Et d'ici 2021, on aura un vaccin. Et ça, c'est les faits qui le montrent. Et donc, les tests sont faits et je pense que tout ça là, doit être fait se fait de manière méthodique et suivant les règles. Et que ce soit découvert en Afrique ou là, parce que l'expérience le montre, la plupart des vaccins ont été découverts de l'autre côté de l'Atlantique. On parlait également du Sénégal. Oui, mais les plus avancés, ce n'est pas sur la terre africaine, bien sûr. Parce qu'il y a des fonds énormes qui accompagnent, par exemple aux États-Unis, c'est le ministère de la Défense qui a débloqué d'énormes fonds pour accélérer, pour booster ce programme-là. Il est tout à fait normal qu'il soit en avance. Je pense que c'est les premiers arrivés qu'on va prendre, probablement. Parce qu'il faut sauver le monde. Il faut sauver le monde. Et d'ici là, voilà, c'est les mesures barrières. On nous parlait aussi de cette commission mixte qui est à l'université de Lomé, qui travaille d'arrache-pied pour un produit miracle. Tout récemment, la commission était face aux professionnels des médias et a fait sortir certaines notions qui nous ont quand même... on attend jusqu'à quand? Non, je pense que c'est un virus, hein, et quand on voit l'histoire, c'est les vaccins qui sont venus à bout de ces phénomènes-là. Beaucoup de recherches se basent sur le renforcement de l'immunité. Ça aussi, c'est fondamental. Parce que quand l'individu se porte bien, quand les globules blancs sont actifs, en bon nombre et actifs, on peut venir à bout d'un virus. Donc tout ça là tient dans la balance et chacun joue sa partition. Et déjà, c'est une bonne chose que d'aider les gens à bien se sentir, à avoir un système immunitaire fort. Ça va probablement réduire la morbidité, c'est-à-dire la manifestation de la maladie. Les gens peuvent être contaminés et de plus en plus de gens peuvent être contaminés et ne rien manifester. Ou bien les gens peuvent être contaminés, malades, mais ne pas décéder. Donc c'est l'immunité qui est en train d'être renforcée au Togo. Non, je pense que c'est le produit qu'on est en train de nous faire sortir. Je pense que c'est beaucoup plus facile à certains niveaux de renforcer l'immunité que d'aller vers un vaccin classique. Puisqu'on parlait, les informations circulent ça et là, que le Togo a trouvé, en voie de trouver un produit aussi efficace pour guérir la maladie à coronavirus. Certains confrères de la sous-région nous ont contactés pour avoir le cœur net. On leur a dit, on est en train de fouiller. Mais ce qu'on sait, c'est quand même
un produit, enfin, pour renforcer le système immunitaire dans tout son ensemble. Mais en ce qui concerne, bien sûr, le produit pour guérir la maladie, on n'en sait rien, qu'on est en train de fouiller. Mais puisque vous venez de nous éclairer, alors là, c'est clair, hein, dans les esprits maintenant. Bon, je ne suis pas de la commission, mais... J'aurai le plaisir de recevoir docteur Mounerou Salou de même. Demain, s'il plaît à Dieu. Oui, le professeur. Oui. Le professeur au plateau. Et on va essayer quand même de creuser, décortiquer. Parce qu'il fait partie de cette commission-là. Justement. Il fait partie de cette commission-là. Alors, l'autre point, bien sûr, de cette lutte contre la maladie à coronavirus, c'est la synergie, ce qui doit être normalement de mise dans la sous-région ouest africaine, puisqu'on parle depuis un certain moment de la réouverture des frontières dans l'espace CEDEAO. Et quand on sait qu'il y a des États qui ont plus de 150 millions d'habitants, qui ont des cas aussi élevés, je veux parler bien sûr du Nigeria, il y a nos voisins de l'Ouest qui sont bien sûr là, le Ghana, on a aussi la Côte d'Ivoire dans la sous-région. Est-ce qu'on est vraiment à l'abri? Que faut-il faire, justement? Alors, que faites-vous? Voilà. Il y a beaucoup d'efforts, vous l'avez déjà dit, beaucoup d'efforts de synergie qui se font. Il y a des réunions qui s'organisent, bien sûr, en visioconférence entre les premiers responsables de santé, les premiers responsables d'autres secteurs aussi dans la sous-région pour uniformiser, harmoniser un peu les stratégies, spécifiquement dans le domaine de la circulation des individus et des biens entre les États. Et ce n'est pas facile, ce n'est pas facile. Chaque pays se gère et ce n'est pas facile de parler le même langage. On a vu l'exemple ailleurs, même au sein des pays qui sont des fédérations, les États n'arrivent pas à parler le même langage. Mais je pense qu'il est coutume qu'en Afrique de l'Ouest, avec le passé organisationnel qu'on a connu, l'effort d'harmonisation, l'effort de synergie est rentré un peu dans les habitudes et que les pays vont pouvoir essayer d'adopter les mêmes stratégies pour qu'on puisse faire front ensemble à l'évolution de cette pandémie dans la sous-région. En tout cas, c'est une nécessité et les informations qui parviennent à notre niveau nous montrent que les discussions sont vraiment actives et qu'on travaille dans ce sens. Présentement même, les discussions continuent. Alors, que fait concrètement l'OAS dans tout ça là, l'Organisation Ouest Africaine de la Santé? Celle qui est censée quand même coordonner le tout, non? Non, justement, je pense que l'Organisation Ouest Africaine de la Santé est l'expertise sanitaire de la CEDEAO. De la CEDEAO, voilà. Donc, ils sont à la base de la plupart des décisions que les responsables politiques prennent. C'est eux les experts qui proposent. Et ils sont aussi dans le conseil au pays et ils sont dans la mobilisation des ressources aussi pour appuyer un peu l'effort des pays. Et ils font énormément parce que c'est nous-mêmes, c'est l'effort de réunir les moyens, de réunir les voix pour une CEDEAO, des communautés qui se portent bien. Parfait. Mesdames et messieurs, si vous nous choisissez que maintenant vous regardez bien sûr votre émission qui vous tient informé sur l'évolution de la maladie à coronavirus dans le monde en général, en Afrique et en particulier au Togo. Et depuis quelques moments, nous avons au plateau Dr Tossa et nous évoquons le sujet du jour avec lui. Mais nous allons cette fois-ci essayer de jeter un coup d'œil sur la situation de cette maladie au Togo. À la date, bien sûr, de 13 juillet 2020 au Togo, la situation se présente comme suit. Nous avons 189 cas actifs pour 517 cas guéris, pour 15 décès, 721. Le nombre total de cas confirmés sur toute l'étendue du territoire national, une petite précision pour dire que 35 841 est le nombre de tests effectués au Togo. Tests pour 1000, nous avons
aussi des statistiques qui sont proposées au jour le jour, docteur. L'information, la bonne qu'on a dans ce tableau affiché, c'est le nombre de cas guéris qui dépasse aussi largement les cas actifs. Nous avons 189 cas actifs contre 517 cas guéris. C'est quoi le miracle finalement? C'est toujours la chloroquine et puis l'azithromycine où le produit malgache est finalement rentré dans le protocole de traitement au Togo. Bon, un miracle. J'ai parlé de miracle. Je pense que la pandémie a ses règles d'évolution. Oui. Le virus a ses règles qui se manifestent et se comportent d'une manière donnée. On connaît les effets des mesures barrières sur l'évolution du virus, donc sur la survie, parce qu'il faut que le virus survive avant de se transmettre, sur la transmission du virus. On connaît aussi les effets de confinement, des mesures de confinement sur la transmission du virus. Et puis maintenant, on sait quand même les médicaments qui donnent des effets. Oui. Et donc, au Togo, nous connaissons la panoplie de toutes les mesures qui ont été prises. Et je pense que j'ai déjà parlé de la nature même du virus, qui donne beaucoup, qui se contamine, mais tous les cas ne manifestent pas de signes. Il y a des cas asymptomatiques. Des cas asymptomatiques qui sont au sein de la population. Et donc, tout cela mis ensemble, l'essentiel, c'est les mesures barrières. Et donc, tout cela mis ensemble, donc, nous permettent d'avoir cette évolution qu'on peut parler de plus ou moins stabilisée. Et nous espérons que la situation continue comme cela. Et donc, nous encourageons la population à ne pas se fatiguer des mesures barrières. Et donc, à porter les culottes à la face aussi, comme nous l'avons toujours porté. Oui, bien sûr. Et à chaque période, ses attitudes et comportements. Oui. Voilà, ça, il en va de notre vie, voilà. Parfait. L'une des bonnes nouvelles au cours de la semaine, c'est cette annonce de la réouverture à partir de demain, 15 juillet, sur toute l'étendue du territoire togolais, des établissements de l'enseignement supérieur, dans le privé, dans l'officiel. Une bonne information, certes, mais ça craint. Justement, oui. Non, je vois là aussi, je vois là aussi toutes les mesures qui ont été prises. Ces mesures ne sont pas prises dans le vide. C'est après plusieurs études. Et il y a eu des mesures pour garantir un peu la sécurité des étudiants. Il y a beaucoup de mesures qui ont été prises, des mesures de désinfection des lieux. Et là, le ministère de la Santé était impliqué. Donc, tout un ensemble de mesures, de pratiques pour garantir également la distanciation sociale et le respect des mesures barrières. Et nous espérons que la cible, la population étudiante, qui est l'avenir, qui est la pépinière de ce que nous aurons demain comme scientifiques, comme chercheurs et comme personnes responsables de ce pays, saura prendre la mesure de l'urgence pour ne pas prendre la mauvaise direction. Et donc contribuer à défendre notre pays contre ce virus pour protéger leurs parents à la maison, protéger le reste de la population. Et donc, c'est un appel que nous lançons à la population étudiante. Non, mais vous êtes quand même d'accord avec nous quand on prend, par exemple, la faculté de droit à l'université de Lomé, par exemple, ou la FASEG. Comment ça va être fait concrètement quand on sait que la première année de la FASEG, on est dans les 1500, 2000 étudiants? Comment ça va être organisé? D'une façon rotative, on envoie 200 ou 100 étudiants. J'imagine un peu. Peut-être pour les écoles, c'est encore mieux, gérable facilement. Les écoles sur le campus université de Lomé, bon,
Ça peut être géré. Mais quand on prend le droit, par exemple, la sociologie, l'anglais, Ouais, mais c'est des situations réelles que vous êtes en train d'évoquer, mais les responsables de ces institutions y ont certainement, les responsables du pays, les responsables de ces institutions ont certainement pensé à cela bien avant nous. Et donc, je pense que ce serait bien aussi qu'on leur donne l'opportunité de s'exprimer pour nous expliquer à l'ensemble de la population et puis expliquer surtout à la population estudiantine comment ils vont s'y prendre. Ceci pour faciliter l'adhésion, surtout de la population estudiantine et de nous qui sommes les parents d'étudiants, pour qu'on soit tous rassurés. Certainement, bien sûr que ce n'est pas fait au hasard. Ce n'est pas fait au hasard. Mais moi, je suis témoin des mesures qui ont été prises pour désinfecter les lieux et pour continuer à maintenir les lieux aussi sains que possible. Sains AIN, bien sûr, aussi sains que possible. Aussi sain que possible. Dans les établissements publics, c'est peut-être facile aussi à gérer, mais dans le privé, quand on sait que le suivi ne serait pas vraiment au top, déjà, on sait que dans le public, on avait vu les décisions qui ont été prises par le ministre de l'Enseignement supérieur au niveau de l'Université de Lomé avec le professeur Dodji Kokuroko, l'Université de Kara aussi, des mesures ont été prises. Mais dans les privés, quand on sait qu'il y a aussi certains petits sous qu'il faut prendre d'abord avant que l'année ne termine, il faut renflouer les caisses, il faut se faire peut-être une santé financière. Est-ce qu'on va dire ces étudiants n'ont qu'à rester à la maison, il faut faire ci, il faut faire ça. On se demande justement comment ça va être géré. Ouais. Covid-19, c'est la combinaison de la santé et de l'économie aussi. Hein. Oui, bien sûr. La santé a un coût. Ouais, la santé a un prix aussi. Et c'est lié à toute la vie, bien sûr. Je pense que vous soulevez des questions qui font l'objet déjà de réflexions et qui feront toujours l'objet d'attention. Et donc, ceux qui sont les premiers responsables dans ce domaine-là doivent y veiller à tous les niveaux. Bon, ça c'est la parole d'un maître. on va quand même les suivre, voir ce que ça va donner. Bien sûr, parce que nous sommes co-responsables de la sécurité. Et vous avez vu tout de suite le gars là, qui est allé s'amuser et puis il a participé, disons, au parti. Et voilà, il en est mort. Il regrette. Donc, il aurait pu être sensibilisé plus tôt, ça ne serait pas arrivé. Donc, le service qu'on rend à l'autre, on se le rend. Sauver cette nation de la pandémie, c'est se sauver soi-même et sauver ses proches. Donc, je pense que ça, il faut que nous le comprenions très bien et on doit être encouragé par le fait que l'ensemble de la nation est soudé autour de la question. Et donc, je pense que c'est encourageant et il faut que cette solidarité continue tous les niveaux. 3 mois d'état d'urgence qui était arrivé à destination, c'était fin juin dernier. C'est encore prolongé de 45 jours, un mois et demi. Si vous êtes demandé aujourd'hui de dresser un petit bilan de tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant, est-ce qu'on est vraiment dans les normes? Ça va dans l'ensemble? Tout va bien? Non, il met un peu. Je suis dans un. Si nous prenons par exemple les mesures barrières, par exemple, le respect des mesures barrières. Oui, c'est l'évolution de la maladie que nous devons d'abord regarder. C'est un peu la boussole. Et donc, si nous sommes arrivés quand même à ce que on stabilise quelque peu l'évolution, on peut dire que on ne prend pas trop de mesures au hasard, on ne passe pas dans les mauvaises directions. Et donc, je pense que nous devons nous encourager à continuer dans cette, dans la même direction. Oui. D'éviter d'aller dans toutes les directions, de continuer dans la même direction, mais celle opposée à la pandémie pour pouvoir l'arrêter. L'arrêter, rester harmonieux dans nos prises de décision, tenir compte donc de la vie comme on le fait déjà des techniciens. Et je pense que nous avons obtenu des résultats quand même qui évitent à la population des inquiétudes excessives. Voilà. Alors,
On sait que tout va rentrer dans les normes, dans l'ordre comme on avait, hein, de par le passé, cette belle vie qu'on avait. Et il y a certaines choses qui nous ont quand même été prises comme ça. On se serrait bien les mains, on se chatoie ainsi de suite. Mais finalement, c'est conjugué au passé. Ouais. Le coronavirus a tout révolutionné. Ouais. Ben, je pense qu'il faut donner l'occasion aux gens aussi de parler de leur vécu. Ce serait vraiment... Nous avons quand même eu la chance d'avoir une patiente, enfin contaminée, qui a recouvré la santé, qui a fait un témoignage qui a marqué plus d'un. Oui. Ce serait bien aussi d'écouter la population sur comment ils vivent les mesures de confinement, la restriction des rassemblements, pour le culte. Vous me l'avez posé comme question tout à l'heure. Ce serait bien de faire quand même des études aussi, et pour savoir, pour la mémoire. Nous avons quand même les avis, hein, quelques avis déjà. Oui. On va avec la lettre, systématiquement enregistré. Oui, de manière scientifique. Oui. Ce serait une manière de redécouvrir notre nature propre. Ce serait très bien. Parce que beaucoup de gens disent que Covid-19, c'est une école. Pour revoir un peu. Une grande école, hein. C'est une école. Et si on peut aussi aller jusqu'au bout de cet apprentissage-là, parce que les études sociologiques aussi se font. On peut le faire. Les institutions peuvent s'y engager pour connaître mieux notre nature. Notre nature. C'est quand on est privé de quelque chose qu'on connaît vraiment la valeur de la chose. Parfait. Docteur Kokou-Tossa, on est pratiquement à la fin de l'émission. On va prendre quelques mots de la fin, puis se séparer. Mot de fin. Je pense que il nous faut écouter les voix autorisées qui nous recommandent des directions, parce que ne se lève et ne parle généralement que qui veut. C'est mu par une autorité, c'est mu par une responsabilité que des voix s'élèvent et parlent, surtout ceux qui sont au devant de la lutte. Et donc, les mesures barrières qui sont recommandées, il faut que nous les respections. Et ce n'est pas trop de dire qu'il faut que nous les incorporions dans nos nouvelles habitudes. Encore du courage et combattons ensemble Covid-19. Merci beaucoup à vous, docteur Tossa. Vous êtes bien sûr responsable du Centre des opérations de santé publique au niveau du ministère de la Santé et de l'hygiène publique. Vous transmettez toutes nos salutations à votre ministre, professeur Miji Yara, que j'ai vu, ça fait un bout de temps, je le vois rarement maintenant. Bien sûr. Il est là. Il est aux commandes. Il commande la troupe du ministère de la Santé. Bon boulot à vous. On encourage nos chefs et on prie pour que Dieu leur donne la santé. Surtout, parce que depuis que ça a commencé. Vous dormez maintenant rarement, peut-être 2 heures de sommeil par jour. Messieurs, prenez grand soin de vous. On se voit demain pour un autre numéro de votre émission qui vous donne des informations sur l'évolution de la maladie à coronavirus. À très vite.